Le cours de ce soir est savoir quand est-ce qu'on est prêt. Alors là, on a vu plusieurs étapes. On a vu l'importance des shidduchim, on a vu pourquoi se marier, l'importance des shidduchim. On va parler aujourd'hui de savoir quand est-ce qu'on est prêt. Et ensuite, après ça, partager certains enseignements du Rabbi sur quelles sont les qualités, les critères à chercher chez quelqu'un, quelles sont les choses qui sont importantes et déterminantes. Donc, ce sera pour aujourd'hui ce qu'on va faire. Et la première chose qu'on va aborder, comme j'ai dit, c'est à savoir, pardon, quand est-ce qu'on est prêt. On en a parlé longtemps dans le premier cours, et on a mentionné ça aussi la dernière fois, la semaine dernière, dans le deuxième cours, qui est que le mariage demande une chose très importante. Pardon. Le mariage demande un certain élément de bitoul. Et par bitoul, je ne veux pas dire nécessairement qu'il faut s'écraser, se mettre de côté pour se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui est dans ce que la chassidoute attend de nous, qui est la capacité de se perdre, ou bien la capacité, la volonté de vouloir partager quelque chose. Mais partager quelque chose, c'est d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, s'oublier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à soi, ce n'est pas ce que je veux dire. Des fois, il faut faire attention à soi justement pour être là présent pour les autres. Il faut s'occuper de soi. Ce que je veux dire, c'est être capable d'introduire dans notre vie une perspective qui est complètement différente. Et de vivre avec ça, d'accepter ça. Je m'explique, je vais résumer un peu ce qu'on avait dit la première fois. C'est que dans sa vie jusqu'au moment du mariage, et quand je dis jusqu'au moment du mariage, c'est justement au moment, la seconde d'après la choupa, on choisit plus ou moins ses relations. Alors bien sûr, on ne choisit pas ses parents, mais on s'adapte depuis la naissance à ses parents, c'est ce qui est familier, c'est ce qu'on connaît. Et ensuite, on choisit ses amis, on choisit les relations qu'on a. Jusqu'au shidduchim, la personne avec qui on va se marier, c'est quelqu'un qu'on a choisi. Bien sûr, l'autre personne nous a choisi aussi, ça va dans les deux sens, mais c'est quelqu'un qui nous convient. On ne s'est pas marié parce que juste c'est les Shem Shamaïm, on dit voilà, je suis un garçon, c'est une fille, on se marie, mais c'est quelqu'un qui nous convient. Et jusqu'au moment de la choupa, on est dans une dynamique où plus ou moins les gens qui sont dans ma vie, ce sont les gens que je veux avoir dans ma vie, et les gens avec qui je suis confortable et qui plus ou moins me conviennent. Alors bien sûr, des fois, il faut faire des efforts, des fois, il y a des enfants, des amis qui nous énervent de temps en temps, etc. Et on fait des efforts, mais c'est parce qu'on veut faire ces efforts, parce qu'on y croit, et parce que dans la grande image, on peut dire, ce sont des gens qui nous conviennent. C'est vrai jusqu'au moment de la choupa en ce qui concerne sa femme, bien sûr, c'est vrai dans le sens du mari aussi. À partir de la seconde après la choupa, on est marié. Et que, je veux dire, on se convient, on ne se convient pas, de certaine manière, c'est différent. Avant le mariage, on s'est marié avec quelqu'un qui nous convenait, maintenant on est marié. Et une fois qu'on est marié, qu'on va vivre ensemble, etc., il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place dans le sens où maintenant on a besoin d'avoir une perspective différente sur la vie. Et on va avoir une perspective différente, parce qu'on va vivre avec quelqu'un qui, pour plusieurs raisons, est complètement différent de nous. D'abord, il y a hommes et femmes. On en a parlé un petit peu, on va revenir à cette idée-là un peu plus tard, dans un autre cours. Il y a des différences profondes entre le caractère masculin et le caractère féminin. Il y a des différences importantes, la manière de voir les choses, de voir les mondes, de voir les relations, de se parler, de communiquer, tout un tas de choses. Ce qui fait qu'on voit les choses de manière très, 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 très différente dans la communication, dans la manière, encore une fois, de se parler, de tout. Donc, il y a déjà une différence extraordinaire. Après, il y a des différences qui sont individuelles. Même si les hommes, de manière générale, fonctionnent d'une certaine manière, les femmes, de manière générale, fonctionnent d'une certaine manière. Mais après, il y a chaque personne de manière individuelle, qui ne sont pas nécessairement liées au côté féminin, masculin des choses, mais chacun son éducation, chacun sa manière d'avoir vécu, chacun ses habitudes, des choses bêtes et simples, pas des choses extraordinaires, mais auxquelles il faut s'adapter, auxquelles il faut comprendre. Et je vais vous donner un exemple de ce dont je parle. Il peut y avoir dans un couple, il y a souvent dans un couple des discussions sur l'argent. Comment dépenser l'argent? Quelles sont les priorités? Et le mari et la femme peuvent avoir des visions complètement différentes de ce qui sont les priorités. Par exemple,
dépenser une certaine somme d'argent pour une femme de ménage, pour le mari, c'est quelque chose qui est complètement futile, qui ne sert à rien. Et il mettra ça en bas dans la liste de priorités, ce sera des choses auxquelles peut-être qu'on peut éliminer. Et le restaurant, disons, passera peut-être avant. Il préfère se faire une sortie au restaurant une fois par semaine que de payer la même somme d'argent pour une femme de ménage une fois par semaine. Pour la femme, ça peut être exactement l'opposé. Pour elle, sortir au restaurant, c'est un luxe, alors qu'une femme de ménage, c'est une nécessité absolue. Et maintenant, il faut qu'ils se mettent d'accord. Et je le sais parce que j'ai des gens qui sont venus me parler de ça, pour lui, c'est incompréhensible, c'est jeter de l'argent par la fenêtre de demander d'avoir une femme de ménage, c'est un luxe complètement qui n'est pas nécessaire, alors qu'on peut faire très bien le ménage entre ma femme et moi c'est moi qui fais le ménage, etc. C'est un luxe. Par contre, au restaurant, c'est une nécessité, on a besoin de se faire un plaisir de temps en temps. Et il n'arrive pas à comprendre comment sa femme ne peut pas comprendre, et comment, parce que il est convaincu que si elle le comprenait, elle serait d'accord avec lui. Et elle, c'est la même chose dans le sens inverse. Il y a une femme de ménage pour ses nécessités, d'aller au restaurant une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, c'est pas nécessaire. C'est du luxe. On peut très bien manger à la maison. Et ils n'arrivent pas à se comprendre. Ce n'est pas nécessairement qu'il faut se comprendre. C'est que maintenant, pour ce monsieur, puisqu'on parle plutôt du côté masculin en ce qui nous concerne, c'est à lui d'accepter que même si sa femme l'écoute, même si sa femme entend que pour lui c'est une priorité, ça ne va pas changer son opinion. Pour elle, ce n'est pas une priorité. Et il a besoin de l'accepter. D'accepter que quelqu'un pense de manière complètement différente. C'est un exemple sur une chose. Mais des histoires comme ça, qui ne sont pas des choses essentielles de la vie, c'est simple. Mais des choses comme ça, c'est simple, c'est basique si on peut dire, mais c'est des choses de la vie de tous les jours. Des exemples comme ça, je peux vous en donner plein. Juste pour donner un autre exemple, sortir les poubelles, chacun a son habitude, et j'avais un couple qui m'ont raconté qu'au début de leur mariage, j'avais un problème avec ça, dans le sens où, pour elle, là où chez elle à la maison, c'était son père qui sortait les poubelles, donc c'est le travail de l'homme, du mari, alors qu'à la maison du khatan, la personne qui voyait que la poubelle était pleine, c'est lui qui la sortait. Ça pouvait être son père, ça pouvait être sa mère, ça pouvait être lui. Quand quelqu'un voyait une poubelle pleine, il s'occupait de ça et il les sortait. Alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont mariés, qu'il y a la première poubelle qui est prête à être sortie? Elle attend que lui le fasse. Dans sa tête, c'est un travail d'homme. Et lui, il ne comprend pas pourquoi sa femme, elle est tellement dégoûtante qu'elle laisse la poubelle comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'occupe pas? Mais avec quelle femme il s'est marié? Qu'elle laisse la poubelle se remplir, alors que chez lui, c'était soit sa mère, soit son père. Il n'y a pas une personne qui atteste, hein. Ce n'est pas le travail de qui que ce soit. Et lui, il se rend compte, il s'imagine que voilà, ma femme est dégoûtante, elle est sale, elle ne sort pas à la poubelle, alors qu'elle, elle attend que ce soit lui qui le fasse. Ce n'est pas des choses importantes, mais c'est des choses auxquelles on est, chacun sa manière de voir les choses. Et encore une fois, ce n'est pas une chose qui sont liées homme ou femme, c'est chacun son éducation. Et je peux imaginer que quand on sort dans les shidduchim, ce n'est pas nécessairement la question la plus importante de savoir qui va sortir la poubelle. C'est peut-être pas quelque chose auquel il faut parler. Mais maintenant qu'on est ensemble, 2, 3 jours, une semaine après le mariage, une semaine après le Shabbat, maintenant qu'on est à la maison, qu'on s'occupe de soi, ben la poubelle se remplit. Tout d'un coup, on a un problème. C'est rien comme problème, mais c'est juste les petites bêtises de la vie qui fait qu'on a besoin de se parler. Donc, il y a des choses, il y a des différences. Et il faut accepter en tant que mari, bien sûr, c'est le discours qu'on dira aux femmes aussi, mais chacun sa responsabilité. Et la responsabilité du mari, c'est de se dire, j'accepte que quelqu'un peut voir le monde de manière complètement différente de la manière dont moi je vois le monde. Je suis complètement différent, j'ai une vision différente, et il est très possible que je ne comprenne jamais ma femme, il est très possible que ma femme ne me comprenne jamais, mais ce n'est pas grave. On reste mariés, je l'aime, je l'accepte, etc. Donc, c'est ce que je disais au niveau du bitoul. Bitoul, ça ne veut pas dire je m'écrase. C'est simple. Bitoul, ça veut dire je suis capable de respecter, d'aimer quelqu'un qui pense de manière complètement différente, que je n'arrive même pas à comprendre, parce que je suis convaincu que si elle me comprenait, elle changerait d'avis. Et pourtant, si elle ne change pas d'avis, c'est qu'elle ne me comprend pas, et donc il faut que je lui parle, il faut que je lui explique, etc. Non. Elle a entendu, elle a compris, elle n'est pas d'accord.
pour revenir à notre histoire de femme de ménage, elle a entendu qu'on a certaines sommes, je ne sais pas, disons 100 euros qu'on peut ou ne peut pas dépenser. Elle n'est pas d'accord sur la femme de ménage. C'est une autre question. Alors que pour lui, la femme de ménage, c'est du luxe, et lui, il préfère prendre ces mêmes 100 euros et aller au restaurant avec. Et elle, pour elle, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Donc, ils sont tous les deux d'accord sur une chose, c'est qu'on a besoin d'économiser. Mais où on va dépenser, on ne va pas dépenser, chacun sa manière de voir les choses. Il faut respecter, il faut adapter. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'encore une fois, on a besoin d'introduire dans sa vie, de mettre de la place dans sa vie pour quelqu'un qui a une manière complètement différente de voir les choses. Ça, c'est le bétoul dont on parle. À quel moment est-ce qu'on est prêt à faire ça? On pose la question par rapport à la parnassa. Si tu pourrais m'expliquer plus ou moins ce que tu as en tête, un peu plus de détails. Est-ce que c'est la femme qui décide la parnassa? Si c'est ça la question, c'est un peu plus compliqué. Mais si je peux avoir une explication, ce sera plus de détails sur la question, ça m'aidera. OK. Ce que j'ai dit par rapport aux économies, c'est qu'il peut y avoir un débat. Est-ce qu'il y a un débat par rapport à la parnassa? C'est-à-dire au niveau du travail. Est-ce qu'il y a un certain travail que le mari doit prendre, que la femme ne veut pas qu'il le prenne? Si j'ai bien compris la question. J'attends une certaine clarification. Entre-temps, je vais continuer. Donc, à quel moment est-ce qu'on est prêt de faire ça? Comment savoir si je suis prêt? Et je veux dire de manière simple et courte et précise. À quel moment est-ce que je suis prêt à partager ma vie avec quelqu'un? À quel moment est-ce que je suis prêt à me regarder le matin dans le miroir, quand je me lève, et je dis, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Je suis fatigué de ce visage dans le miroir. Si on peut dire, j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre demain. Et ça peut être à des moments différents. Ça peut être quand on part en vacances. J'aurais bien voulu avoir quelqu'un qui peut partager avec ça. Et même si on est avec d'autres bachourim, en Merkach Lichut, ou en colonie, on est moniteur, ou autre chose, je ne sais pas, en fonction des âges, on se dit, c'est vrai que je ne suis pas seul, mais j'aurais bien voulu avoir quelqu'un avec qui je peux vraiment partager cette expérience-là. Quand on est prêt à avoir cette réflexion, on se dit, je voudrais vraiment pouvoir partager ma vie avec quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on est prêt pour ces shidduchim. Quand on se dit, je suis prêt à partager ma vie à quelqu'un, je veux partager ma vie, je ne veux pas juste moi avoir mes expériences, avoir mon fun, avoir ce que je fais, etc. Je cherche quelqu'un avec qui je pourrais partager ça. Et quand ce quelqu'un, ce n'est pas juste un copain, c'est qu'on est prêt pour entrer à se marier. Des fois, ça peut être 21, la dernière fois, on a parlé de l'âge, on disait dans les années 20, la première partie de ces 20 ans, 21, 22, 23, quels que soient les âges. Après, bien sûr, il faut que ça se fasse, que le shidduch se fasse, mais le moment où on se dit, je ne me suffis pas. Je ne suis pas content d'être juste moi-même et avec moi-même. J'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre avec qui je veux partager ma vie, avec qui je peux donner. C'est le moment où on est prêt. Donc ça, c'est un point. Pour revenir à la question sur la parnassa, je ne sais pas, je n'ai pas eu d'autres détails dans le chat. Encore une fois, si la question est, est-ce que c'est à décider ensemble sur la parnassa? D'une manière générale, oui. Alors, si le mari a une parnassa qui nous permet de faire des dépenses luxueuses, OK. Donc, il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on se mette d'accord sur certaines choses. Maintenant, se mettre d'accord sur les dépenses, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord sur tout. Et c'est ça la difficulté. Donc, effectivement, on a un budget. Et je vous recommande, en tant que nouveau marié, etc., d'avoir ces conversations, peut-être une conversation avant le mariage, ce serait peut-être une bonne chose à avoir. Au moment où on pense que c'est la bonne personne, de se dire comment est-ce qu'on va gérer l'argent. Est-ce qu'on va juste faire des dépenses comme ça sans regarder? J'espère que ce n'est pas la réponse. Ou bien est-ce qu'on va être capable de rester dans ces moyens? Maintenant, la question à avoir, ça peut être attendre une fois qu'on est marié, mais il faut avoir cette ouverture d'esprit qui est qu'est-ce qu'on considère des dépenses essentielles, qu'est-ce qu'on considère des dépenses de luxe? Et la réponse ne sera peut-être pas la même.
Et là où je parle du bitou, là je parle d'accepter, c'est d'accepter que pour certaines personnes, que pour ma femme ou pour mon mari, et là encore une fois on parle pour ma femme, elle aura des choses pour elle c'est essentiel, et moi je pense que c'est du luxe. Et effectivement, il faudra qu'on trouve un compromis. Et le compromis, ça va inclure aussi certaines choses pour moi, c'est du luxe, et pour elle, c'est essentiel. Pour revenir à la femme de ménage, par exemple, ça dépend des cas, bien sûr. Peut-être pas un jeune couple qui ne sont que deux, ils n'ont peut-être pas besoin nécessairement d'avoir une femme de ménage, mais ça décide entre vous. Mais c'est quelque chose qui était très important. Et le rabbi, plusieurs fois, encourageait les gens à avoir de l'aide, encourageait les maris, même si c'était difficile, à payer quelqu'un pour aider à la maison, une femme de ménage, ou un babysitter, ou autre chose, pour pouvoir aider à la maison. Donc, même si nous, on se dit, oui, c'est du luxe, parce que moi, je pourrais aider, peut-être que oui, dans ma tête, mais il faut accepter le fait que pour d'autres personnes, ce n'est pas du luxe. Et ça peut être la même chose pour des sorties. Que peut-être que pour moi, j'ai grandi en ne sortant jamais, que ma femme, elle a grandi en sortant tous les soirs, et qu'on trouve un compromis, on sort une fois par mois. Enfin, moi, je pourrais sortir une fois tous les 6 mois, elle a besoin de sortir de temps en temps, d'avoir ce compromis. Et je pense que quand même, c'est bien si possible de se faire un budget plaisir, si on peut dire, dans son budget, même si on a besoin de faire attention à ce qu'on dépense, etc. Mais quand même se faire un peu plaisir, ou ça dépend de chacun de son budget, chacun de ces choses-là, mais je pense que c'est important, si on peut se le permettre, d'avoir un petit budget plaisir, sortie. Alors, sortie, ça peut être, on sort un soir et avec un ticket de métro et on s'achète une glace. Ce n'est pas nécessairement un restaurant Bassari le plus cher à Paris, mais ça peut être des fois ça. Ou d'acheter un petit bijou à 20 €, des trucs, une bêtise, ou même des fois, ça peut être une carte. Acheter une carte en laissant à sa femme, chérie, je t'aime, je pense à toi. Ou des fois, on ne peut pas se permettre une carte, ça peut être un petit mot, un post-it, un petit bout de papier. On le met sous l'oreiller ou autre chose, on dit voilà, je t'aime, je pensais à toi. Mais au-delà de ça, même il y a des choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas grand-chose, ou ça aller au supermarché et on voit qu'elle aime son chocolat, il y a ce chocolat préféré, ça ne va pas coûter énormément d'acheter une tablette de chocolat. Mais ça va lui faire plaisir. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce genre de choses. Au-delà de ça, je pense que c'est important rien avec le bitoul, mais c'est important de penser et d'être conscient de savoir comment est-ce que je peux faire plaisir à ma femme. Et je reviens à l'idée de bitoul, parce que des fois, on ne pense pas nécessairement aux autres. Donc, on a besoin d'avoir ce bitoul qui me dit je pense à ma femme. Donc, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Et ça peut être que quand je vais aller faire les courses et je vois qu'il y a son chocolat, je lui achète ce chocolat. Ça peut lui faire plaisir. Ça peut être autre chose. Ça peut être lui acheter des fleurs. Ça peut être d'autres choses. Mais d'avoir cette conscience-là, de dire je pense, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Et des fois, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? C'est des choses qui sont complètement étranges à nous. On a complètement une autre manière de voir les choses. Il y a des couples où un des deux a besoin d'être toujours avec son épouse. Donc pour lui, je vais dire pour lui par exemple. Pour lui, faire plaisir, c'est quoi? C'est qu'il passe du temps avec sa femme. Mais pour sa femme, elle est toute la journée à la maison avec les enfants qui pleurent, etc. Et elle a besoin de sortir. Et pour la femme, d'être là pour elle, ce serait peut-être justement rentrer à la maison, ne pas passer la soirée avec elle, mais de lui dire, chérie, tu sors avec tes amis. Ce soir, tu sors, je m'occupe des enfants, je garde les enfants, toi, tu sors avec tes copines. C'est un bitoul dans le sens où ça va contrer à ce que lui voudrait. Lui, il voudrait passer la soirée avec sa femme. Et non seulement il voudrait ça, mais c'est dans sa tête, c'est comme ça qu'on fait plaisir. Il ne fait pas ça d'une manière méchante. C'est sa manière de montrer son amour, ce serait quoi? Passer la soirée ensemble. Mais elle a besoin de sortir de la maison. Ça fait 3 jours qu'elle n'est pas sortie de la maison. Elle a besoin de sortir. Mais sa manière d'être là pour elle, son bitoul à lui, c'est de dire, même si je voudrais passer la soirée à la maison, même si dans ma tête, la manière de montrer l'amour, c'est de passer la soirée ensemble, mais je sais que pour ma femme, il y a quelque chose d'autre qui lui ferait plaisir, ben, je vais me sacrifier, je vais faire quelque chose que je sais qui est important pour elle. Et je vais dire, ce soir, tu sors avec tes amis.
C'est pas comme ça que je vois les choses, parce que moi, encore une fois, montrer mon amour, c'est très, on passe la soirée ensemble, mais je sais que c'est comme ça qu'elle a besoin, et je le fais. Donc, il y a cet élément de Bétoul, c'est dans ce sens-là aussi. C'est d'être capable de voir les choses de manière complètement différente. De voir qu'est-ce qui fait plaisir à ma femme. Donc, d'être conscient de ça, tout le temps d'y penser. Et deuxièmement, de dire qu'est-ce que je pourrais faire pour elle, même si c'est contraire à ce que moi je pense, ce que je ressens. Mais si c'est ça qui lui fait plaisir, c'est important. On parlera un peu plus tard, dans un autre cours, des langages de l'amour, on parlera de la communication dans le couple, etc. On parlera des langages de l'amour, chacun a des manières différentes de ressentir ou d'exprimer son amour. Et des fois, c'est des choses qui sont complètement différentes. Par exemple, je donne un exemple, un des langages de l'amour, c'est le cadeau. Moi, personnellement, les cadeaux, ça ne me dit rien. Les gens qui me donnent des cadeaux, j'apprécie bien sûr, mais je ne vais pas ressentir quelque chose. Je préfère passer du temps avec certaines personnes qu'avoir un cadeau. Pour mon anniversaire, je préfère qu'on passe la soirée ensemble avec ma famille plutôt qu'on m'achète quelque chose. Cadeau, ce n'est pas quelque chose qui compte pour moi. Pour d'autres personnes, les cadeaux, c'est très important. Comment tu me dis que tu m'aimes si tu ne m'achètes jamais rien? Bon, ça dépend des personnes. Il faut apprendre à connaître les personnes. En tout cas, pour continuer, donc cette idée de Bitoul, cette idée sur la parnassa, dans le sens, effectivement, il faut qu'on se mette d'accord sur la parnassa. Et il faut qu'on se mette un budget. Et qu'on trouve dans le budget une manière de se pousser. Je dois dire que d'une certaine manière, ça retourne à l'idée des monades de parnassa, etc., mais ce n'est pas pour aujourd'hui, mais on dit que le Chazal nous dit que la bracha vient à un homme uniquement pour sa femme. On a vu ça la semaine dernière, dans l'importance des shidduchim et du mariage, etc. Donc des fois, en faisant plaisir à sa femme, la parnassa augmente. La parnassa, c'est flexible, c'est élastique. De la même manière qu'on a les mounas, le bitachon dans la parnassa. Et on a cette mounas, ce bitachon, qu'on ne va pas travailler Shabbat, on va gagner plus d'argent. Et qu'on va donner le maaser, on va gagner plus d'argent. On peut inclure dans ça aussi, la même chose sur les dépenses de Shabbat, sur les dépenses sur la scolarité, on peut inclure dans ça aussi faire plaisir à sa femme. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut se perdre des vacances folles qu'on ne peut pas se permettre. Mais des fois, ça peut dépenser quelques euros, acheter une glace, acheter une carte, acheter des fleurs, juste ça. C'est quelque chose d'important. Donc, je pense que c'est une conversation importante à avoir, comment on va gérer l'argent. Est-ce qu'on va se mettre d'accord? Est-ce que c'est uniquement le mari qui est responsable? Est-ce qu'on décide ensemble? Quelle que soit la même chose, mais je vous conseille de vous faire un petit budget plaisir pour vous deux ensemble ou bien chacun séparément, en fonction de ce qui vous fait plaisir. Donc, ça, c'est l'idée donc de cette idée de bitoul dans le mariage, c'était là d'être là pour l'autre. Maintenant, on a, comme je disais, c'était l'idée de savoir quand est-ce qu'on est prêt. Et on est prêt quand on est prêt à partager sa vie. Quand on se dit, je ne me suffis plus à moi-même, j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui est dans ma vie, ça c'est le moment où on peut se dire qu'on est prêt à rentrer dans les shidduchim. Une fois qu'on est rentré dans les shidduchim, on a parlé dans les semaines précédentes de l'importance du mariage, l'importance des shidduchim. On parle maintenant de savoir quand est-ce qu'on est prêt personnellement. On a vu la semaine dernière le roi du rabbi au niveau de l'âge, etc. On va voir d'autres choses du rabbi sur les choses qui sont importantes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie? Quelles sont les choses qui sont importantes dans la vie pour les shidduchim? Alors, on va rentrer un peu en arrière sur les critères. Quels sont les critères dont on a besoin de rentrer, de prendre en considération quand on cherche la bonne personne? Alors, critère numéro 1, on va voir plusieurs choses du rabbi sur ça. En ce qui concerne le shidduch, la personne dont c'est certainement une lettre écrite à soit des parents d'une jeune fille ou à une jeune fille, la personne dont on parle doit être quelqu'un qui est Shomer Torah Mitzvot dans la vie de tous les jours. Kamouvan, et bien sûr, on comprend ça tout seul. Ça, c'est la première condition et la condition essentielle. Donc, on parle d'un degré de Yirat Shammai. Okay? Ça, c'est la chose la plus importante. L'idée de Yirat Shammai, on parle de quelqu'un qui est religieux. Encore une fois, on parle pour nous, dans nos cercles. Ça, c'est pour certaines personnes, c'est d'autres choses, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Le point d'après, Mouvan, on comprend. Dans un shidduch, bien sûr, il faut qu'il y ait la bonne volonté et l'accord des deux côtés. Ça, il n'y a pas de question.
Avamidar qui ça de l'autre côté. Yesh le vers le beto techie. Il faut expliquer à sa fille. Asher betkufateno. Pardon. De nos jours. Yesh le dagbek alaniem qui faire attention aux choses qui sont les essentielles. C'est-à-dire Yad Shamaim et Torah Mitzvot. C'est l'essentiel. Asher ze kol adam. Et ça, c'est toute la personne, toute la vie d'une personne. Et donc, el osif naim azeh. On n'a pas besoin de rajouter des conditions par rapport à ça. Mais il y a des choses qui ne sont pas tellement importantes. Parce que pas toujours on peut trouver ça et ça. Entre l'essentiel et le secondaire du secondaire, on comprend bien sûr que l'essentiel, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Yirat Shamayim. Donc, quand on cherche quelqu'un, alors peut-être qu'on voudrait que la fille elle soit comme ci, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit blonde, qu'elle soit haute, qu'elle soit grande, je veux dire, ou n'importe quoi. N'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est les midot et la yirat shamayim de la personne. Okay? C'est la chose essentielle. Un autre texte du Rabbi qui nous dit Mané Mertavo, en réponse à sa lettre, au côté Avodat Inyan Shidor, il parle un Shidor. L'essentiel manque dans sa lettre. Matim Lora Toratenu Toratchaim, ce qui correspond à l'enseignement de notre Torah qui est une Torah de vie. Shekar Washati, comme Shekatouv, que l'essentiel est quoi? Que ce soit comme c'est marqué dans le Pasuk, Isha Yirat Hashem Itetal, une femme qui a la crainte de Dieu, c'est elle qu'on va louer. Sotomeret, c'est-à-dire Matzav Amnober Beyadut Mitzvot, Benegar Lechayer Ayom Yom Poel. Quelle est la situation de cette jeune fille en ce qui concerne les Torah Mitzvot de tous les jours? Chez Anagat Abayit, parce que le comportement dans la maison, de manière essentielle, très importante, Gam Anagat Abal, et même le comportement du mari, dépend de la relation de la maîtresse de maison. C'est-à-dire la femme, les numéros en ce qui concerne. C'est-à-dire que pour beaucoup de choses, même la Yirat Shamayim du mari va dépendre de sa femme. Et vous comprenez pourquoi? Si un mari va aller à la shul et à chaque fois sa femme se plaint, si un mari veut avoir des invités, à chaque fois sa femme se plaint, je suis fatigué, j'en ai marre de tous ces gens-là, etc. Il n'y aura pas d'achnas satochim. Si le mari va aller à la shul et dit oui, mais qui va garder les enfants? Bon, ça devient compliqué. Alors, soit il va à la shul, elle n'est pas contente, soit il reste à la maison, c'est lui qui n'est pas content. Ça va créer des frictions. Donc, ils sont sur le même niveau, les Yirat Shamayim. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Okay. On va faire le point en bas. Côté Vodat Tatzat Nechbadot Imnara, il écrit en ce qui concerne la shidduch qu'on a proposé avec une jeune fille, Shamatzachem Benav, qui lui plaît, Vadai Kavanato Shirat Hashem Hikiot le Bat Israël. Certainement, il veut dire qu'elle a Yirat Shamayim comme convient pour une jeune fille juive. Okay. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ce degré de Yirat Shamayim. Donc, la chose qu'on a besoin de savoir, les choses essentielles, c'est Yirat Shamayim. Et ça m'étonne. Ça va nous convenir. Ou bien peut-être un peu plus dans le sens où c'est quelqu'un qui va nous pousser vers le haut. Une chose qu'on va voir un peu plus tard, on ne peut pas avoir quelqu'un qui va nous tirer vers le bas, ou bien quelqu'un qui se dit oui, je suis prêt. Elle n'est pas religieuse, mais je suis prêt à me sacrifier, à devenir religieuse pour Marie. Ce n'est pas un bon shidduch, nous dit le Rabbi. Il faut que les gens soient plus ou moins au même niveau. Même s'il y a une lettre du Rabbi, je ne l'ai pas copiée, où la jeune fille parle d'un garçon qui est extrémiste. Le Rabbi dit, bon, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Ça la fera monter vers le haut. Bon, encore une fois, il faut qu'il y ait un certain relativisme entre les deux. Pas qu'elle ne soit pas Shomer Shabbat et Tzniut, et que lui, il va étudier au collège pendant 20 ans, il ne connaît rien d'autre que la Torah Mitzvot. Ça ne va pas être compatible nécessairement, ça va être compliqué. Mais qu'on cherche quelque chose comme ça qui soit, quelles sont les méthodes de cette jeune femme, et quelle est la Yirat Shamayim, la Yirat Shamayim. Et on va continuer encore un autre, qui est la manière dont on va fonder la maison. Ça va au-delà de la Yirat Shamayim, mais c'est quel genre de vie on va avoir. En ce qui concerne, pour répondre à sa question, à propos d'un shidduch et d'un monsieur dont on lui a parlé. Il est kodem shetishtadech, avant que le shidduch se fasse, c'est-à-dire avant qu'il se fiance. Et il faut qu'elle soit sûre que sa maison soit construite sur les fondations de Torah et Mitzvot.
C'est-à-dire, chez Laura, qui est non seulement elle, les gammes khatan, mais son khatan aussi. Ils croient à l'asman, prennent sur eux-mêmes, avec toute la force et une promesse. Les kayem est un mitzvot, de faire les mitzvot. Que le mari, le khatan, ait des moments d'étude de la Torah. Au Mouvan on comprend bien sûr que cette promesse c'est une promesse qui doit faire de manière sincère et vraie. Qui est basée parce que c'est de ça que dépend la joie et le bonheur d'un homme et d'une femme juive. Vim nosaf al si en plus de ça, elle voit qu'elle est attirée par ce jeune homme-là. À ce moment-là, elle peut se rapprocher de cette suggestion. Que ce soit dans un monde, dans une bonne. C'est-à-dire, nous allons les choses suivantes. Il faut s'assurer que la maison sera une maison juive comme on le veut. Et c'est des choses à parler. Je pense que c'est quelque chose de très important. Ça fait partie des premières choses à parler. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a plus ou moins le même degré de Yirat Shamayim? Est-ce qu'on veut plus ou moins les mêmes choses de la vie? Des fois, peut-être qu'il faut parler de ça. Est-ce que ça dérange si je vais à la choule le matin et le soir? Le soir, il y aura peut-être le moment où il faut mettre les enfants au lit. C'est peut-être compliqué. Quel genre de maison on va avoir? Beaucoup d'invités, pas d'invités. Voir ce genre de choses. Ça dérange que je vais à des shiurim le soir. Je ne vais peut-être pas à la maison parce que j'aurai un shiur le soir, je donnerai un shiur, je participerai à un shiur, des fabricains, etc. Ce sont des choses dont il faut parler et qu'on soit d'accord. Si au-delà de ça, on est d'accord sur ça, on est d'accord qu'on ait une maison qui soit basée sur les Yirat Shamayim. Si au-delà de ça, on est bien sûr intéressé, on est attiré par l'autre personne, à ce moment-là, effectivement, c'est une bonne idée. Okay? Donc, on a ces deux choses. Je mentionne ici, le rabbin en parle très souvent, qu'il faut qu'il y ait un pshachat alev, il faut qu'on soit attiré par la personne. Pas juste, dans la tête, on dit oui, ça correspond. Ça va être un peu plus que ça. Okay? Je ne vais pas lire toute la lettre parce qu'elle est un peu longue. Juste résumer, lire comme ça en français. C'est une jeune femme. Alors, Rabbi a dit en ce qui concerne ses doutes. Rabbi a dit la chose suivante. Certainement, on va faire attention au fait que dans une maison, c'est vrai qu'on décore une maison. C'est vrai qu'on fait la maison la plus belle possible. Mais ce qui est important, parce que dans une maison dans laquelle on va habiter, c'est les fondations. Et les fondations, on ne les voit pas. Les fondations ne sont peut-être pas jolies, elles ne sont pas peintes, dessinées, etc. Mais c'est ça qui va tenir tout. Et la même chose dans une maison juive. Les fondations de tout ça, c'est la Torah et le Yirat Shamayim. Et même s'il y a des gens qui regardent et qui pensent et qui commentent, ce qui est important, ce n'est pas de faire attention aux autres, ce n'est pas la beauté superficielle, externelle, c'est des choses qui sont le fondement de notre vie. Les fondements de notre vie, c'est la Torah et les mitzvot. Donc c'est quelque chose qui est important de faire, mais vraiment de prendre en considération ce genre de choses. Et peut-être qu'effectivement, quand on rencontre une jeune fille, on veut être sûr qu'elle est belle, on veut être sûr qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça. Ce sont des choses qui sont très importantes. Pourquoi pas? Mais n'oublions pas le principal. Le principal, c'est le degré d'Yirat Shamayim. Okay? J'avais parlé du fait qu'il faut qu'on se convienne au niveau de Yirat Shamayim, au niveau de la Torah, mitzvot, etc. Et on ne peut pas avoir un décalage qui est trop grand. Il y a plusieurs lettres du Rabbi sur ça. Et je vais commencer avec la ligne d'en haut, qui est la fin d'une lettre qui était dans la page d'avant que je n'ai pas copiée. Mais c'est un point important, le Rabbi continue dans la lettre d'après. On comprend qu'on ne peut pas se servir du shidduch ou bien du mariage pour introduire un concept d'éducation. Changer une femme, et sa manière de voir le monde, c'est Hashkafa. Ce sont deux choses différentes. On ne peut pas mélanger l'un avec l'autre. Ça veut dire quoi? C'est la conclusion d'une lettre. Le mariage, c'est pas là pour éduquer les autres. C'est un point plus qu'important à tellement de niveaux. À tellement de niveaux, et je ne peux que le souligner. Et ça, c'est une phrase à encadrer, si on peut dire, à accrocher sur votre réfrigérateur, sur votre frigo,
à accrocher devant vous, à garder dans votre porte-monnaie, à garder dans la tête. Premièrement, avant le shidur, ne pas se dire, OK, elle est plus religieuse que moi, mais c'est pas grave, elle va m'apprendre. Ou bien au contraire, je suis plus religieux qu'elle, c'est pas grave, je vais lui apprendre. C'est pas une bonne base. Essayez de changer l'autre personne. Donc, si on se marie avec l'idée qu'on va changer l'autre personne, c'est pas une bonne chose. Donc, il faut bien comprendre ça. Le Rabbi en parle au niveau de Yiddishkeit, au niveau de la... Mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment se mettre en tête. On ne se marie pas pour changer l'autre. Si on rencontre quelqu'un, on dit oui, tout va bien, tout marche bien, mais il y a un truc qui me dérange. Mais c'est pas grave, je vais la changer. Avec Mashpia, avec Ora, peut-être que c'est des choses qui sont... C'est vous qui allez changer en disant, moi, après tout, c'est pas important, j'en ai rien à faire. Mais ce qui est important, c'est vraiment comment dire, de ne pas rentrer dans cette idée-là. Je me marie pour la changer. C'est vrai au niveau des shidduchim, c'est vrai à plus tard. Où on se dit peut-être, où on devient le mashpia ou le rave de sa femme. On n'est pas le mashpia, on n'est pas le rave de sa femme. Si pour une raison ou une autre, Bacho est très chassidique, et qu'il voit que sa femme ne fait certaines choses qui ne sont pas auxquelles il ne voudrait pas. Et il va l'enseigner, il va lui apprendre, il va faire baigner avec elle pour lui dire que c'est important, je ne sais pas moi, qu'elle fasse Rita Teramam tous les jours. Okay? Oui, ce serait bien qu'une femme fasse Rita Teramam. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas au mari d'être le mashpia de sa femme de dire il faut faire Rita. Tu peux lui dire, c'est quoi? Il peut lui suggérer une fois, ça s'arrête là. On n'a aucun droit de lui dire quoi faire. On n'est pas son mashpia, on n'est pas son rav, on n'est pas Hachem, ou le rabbi. Il y a des choses qui sont Ben Adam Lamakom. Et c'est Ben Adam Lamakom, ce n'est pas Ben Adam Lamakom et le mari. Non, c'est entre Hachem et la personne. Et le degré de Yiddishkeit, avant le mariage, même après le mariage, c'est quelque chose, alors bien sûr, il y a des choses qui ont un impact sur le mariage, mais ce n'est pas au mari d'imposer quoi que ce soit à sa femme, ce n'est pas sa place. Et de se dire, genre, je me marie, je ne sais pas quand je vais la changer, non. On n'est pas là pour changer l'ashkafot, on n'est pas là pour changer la personne. S'il y a des problèmes d'ashkafot, mais avant le shidur, on regarde ça, ça me dérange pas, je suis prêt à accepter, je ne suis pas prêt à accepter. Si j'accepte, j'accepte. Peut-être avec l'espoir qu'un jour ça va changer, et peut-être qu'un jour ça va changer. Mais de se dire, je vais prendre la responsabilité de changer la personne en face de moi, ce n'est pas correct, et ce n'est pas notre place. Donc bien comprendre ça. On n'est pas le mashpia de la personne, on n'est pas là pour changer la personne. L'idée de chinuch et l'idée de mariage sont deux choses séparées. On ne mélange pas les deux. On n'est pas le mechaner de sa femme. Sa femme n'est pas le mechaner du mari non plus. Si la femme voit que son mari ne se lève pas pour aller faire Télim, on est bientôt Shabbat Vachim, ne se lève pas pour faire Télim, Shabbat Vachim, ce n'est pas sa place. Elle peut lui dire ce qu'elle pense, mais ce n'est pas sa place de dire, je te demande, j'exige que tu ailles à la shul faire Télim, Shabbat Vachim. Elle n'est pas son mashpia. Alors bien sûr, peut-être qu'elle a un problème, et peut-être que ce n'est pas beau quand des enfants qui voient que papa dort jusqu'à midi au lieu d'aller à la shul. Ok, c'est un problème à discuter, c'est un problème à voir, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas à sa place de dire à son mari, je demande que tu fasses Rita Torah, je demande que tu te lèves Shabbat Vachim, etc. Encore une fois, il y aura peut-être des discussions à avoir avant le mariage, avant le shidur. C'est chiant, mademoiselle, sachez que moi, je ne fais pas Télim Shabbat Vachim. Est-ce que tu es OK avec ça ou pas? Soit oui, soit non. Soit on continue le shidur, soit on ne continue pas le shidur. Mais une fois qu'on est marié, le mariage n'a pas rien à voir avec le chinuch. Okay? Donc c'est quelque chose d'important. Alors, une lettre liée à ça, avec un extrême un peu plus important, qui est la lettre d'après. La réponse à sa lettre. Te demande à sa lettre, est-ce qu'une femme, une jeune fille religieuse, peut se marier avec un garçon qui n'est pas religieux? On comprend que l'idée d'un shidduch, l'idée n'est pas d'éduquer un juif, ou de le changer d'un extrême à l'autre.
Kimbeka, essentiellement, les venants de Israël à l'histoire de la Torah Mitzvot. L'idée d'un mariage, c'est quoi? C'est de construire un édifice, une maison basée sur la Torah Mitzvot. Ou le Chaner Hatarat HaKodesh est d'éduquer de manière pure ses enfants, et l'Ading, Shivachem Hashem Ba'Bevet, quand Hashem les bénir avec des enfants. Au Mouvan, on comprend. Chez Shidur Kamour, un mariage, un Shidur tel quel, ou le Bachor n'est pas religieux. Herzeyakshe Bioter Bioter va rendre les choses tellement plus difficiles. Je te crois la vie est amour de Paul pour qu'elle puisse accomplir ça, c'est-à-dire d'être foyer, encore une fois, d'établir un foyer juif. Même s'il va promettre qu'il va devenir religieux. Mouvan chez Nosafazé. On comprend qu'à part le fait chez Efsharadat Merosh et Kamana Blunon, on ne peut pas savoir s'il va effectivement dire ce qu'il a promis. Il est Bechlal Datiut Haba'a. Mais à part ça, une religiosité qui vient pour rendre service à quelqu'un d'autre. En plus, c'est basé sur un shidduch. Mouvan Shenam Yusa. Ce n'est pas fondé, ce n'est pas établi. L'idée de la religion, c'est au jour, c'est changer sa vie. Ça ne peut pas venir avec une promesse en disant ouais, je vais faire ce qu'on va me dire. Ce n'est pas devenir religieux. Mais un mot de ce que je dis, on comprend. Il faut que si elle est religieuse, qu'elle cherche un shidduch avec quelqu'un religieux. Il y a plusieurs choix comme ça dans son pays, etc. Okay? Donc, pour tout ça, c'est quoi? Encore une fois, le rabbin nous dit clairement, on ne peut pas, il faut qu'on soit compatible à ce niveau-là. Et ne pas s'imaginer qu'on va changer la personne. Okay? La lettre d'après, c'est la même chose. Le rabbin nous dit que quelqu'un qui promet d'être religieux, ça peut être l'homme ou la femme, sans qu'ils ont vécu une vie religieuse, c'est n'importe quoi, parce qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, même s'ils ont des bonnes intentions, et ils sont sincères, ils veulent vraiment faire plaisir à l'autre personne. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut changer toute sa vie, dans sa vingtaine, se dire je vais être religieux pour quelqu'un d'autre, sans savoir de qui il s'agit, etc. De quoi il s'agit. Ce n'est pas possible. Donc, pas une bonne chose. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose d'important à voir, et encore une fois, je ne peux que souligner ça, mais c'est quelque chose à vraiment aggraver à tous les niveaux, même après le mariage. On n'est pas le mashpia de son mari ou de sa femme. Et il faut le comprendre. S'il y a sa femme qui nous dérange, il faut lui dire ça de manière respectueuse, mais de savoir pour soi-même, je ne suis pas le mashpia de ma femme. Ce n'est pas ma responsabilité. Ce n'est pas ma responsabilité. En parlant de bitoul, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que des fois, j'ai besoin d'accepter, pour Shalom Bayit, pour mon mariage, de vivre avec quelque chose sur lequel je ne suis peut-être pas confortable et que j'aurais peut-être bien voulu que ce soit de manière différente. J'aurais bien voulu que ma femme fasse, je ne sais pas moi, qu'elle fasse 3 filotes par jour, ou bien je ne sais pas quoi, qu'elle fasse Rita, qu'elle fasse Rambam, quelle que soit l'idée. Mais j'ai mon image de Tzniut et différente comme elle voit Tzniut. Eh bien, il faut accepter ça. Ce n'est pas ma place. Je ne suis pas son mashpia, je ne suis pas là pour la changer. C'est des choses auxquelles j'aurais dû avoir des discussions avant, et on a des discussions avant. Et ça va ça. Et ça va au-delà de ça, et ça, c'est quelque chose d'essentiel et de très important. On va finir avec une dernière idée. Je pense qu'il y a encore d'autres choses. Qui est, on a parlé donc d'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ça, Yirat Shamayim? On a dit qu'il ne faut pas avoir un écart trop important au niveau d'Yirat Shamayim, pour se convient plus ou moins, etc. Le mariage, ce n'est pas pour le chinois. Un autre point important dans le rabbi. On va sortir avec quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un. On va trouver des défauts. Le rabbi va nous dire dans cette lettre-là, bien sûr que cette demoiselle a des défauts, mais soyons conscients que toi aussi tu as des défauts. Parce que rien n'est parfait. Dans ce monde-là, il n'y a que Hachem qui est parfait. Okay? Je lis toute la lettre. À mon avis, je pense que lui avoir déjà dit. Qu'est-ce qui l'empêche de faire des shidduchim? Tu te concentres sur des choses qui ne sont pas du tout importantes. Si juste tu avais pris la décision une fois et pour toutes, il n'y a rien qui est parfait dans le monde. Bezrat Hashim du côté des femmes, comment de la manière qu'il n'y a personne qui est parfait du côté des Zrat Anashim.
chez les hommes. Parce qu'il n'y a que Hachem qui est parfait. Mais donc, il faut faire attention des choses qui sont essentielles. On ne peut pas faire attention aux trucs qui sont superficiels et superficiels du superficiel. Ça aura fait déjà depuis longtemps qu'il aura fini son shidduch. Même s'il a raison. Que maintenant, là où il est, ce n'est pas un endroit facile. Il n'y a pas de souci. Très bien. Maintenant, tu te trouves dans un endroit où ce n'est pas facile de trouver des gens. OK. Mais dans plusieurs semaines, quelques semaines, tu vas trouver quelque part d'autre. Pardon, dans quelques semaines, tu étais dans un autre endroit. Et tu n'as pas décidé. Moi, à mon avis, c'est pourquoi? À cause du problème que je t'ai dit. Que tu n'as pas encore décidé qu'il n'y a rien qui n'est parfait. Et il faut rester concentré, pas sur les choses qui sont simplement sans importance, mais les choses qui sont essentielles. Et à partir du moment où l'essentiel est en place, et à partir du moment où on est quelqu'un avec qui on a des atomes crochus, avec qui on s'attache, on peut dire, avec qui on est attiré, on a vu plutôt dans une lettre, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, ça marche. Mais il ne faut pas se rester concentré sur des choses qui n'ont aucune importance. Donc, un autre point, qui est qu'on va trouver des défauts, encore une fois, personne n'est parfait, et c'est important dans la vie aussi. On va se retrouver avec quelqu'un qui a des défauts à travers la vie. Sa femme ne va pas être parfaite, on va dire, oui, il faut aller comme ci, elle est comme ça, etc. Restons bien conscients du fait que nous non plus, on n'est pas parfait. Même si on a du mal à le percevoir, on pense qu'on est parfait, on pense qu'on a toujours raison. Au moins, disons-nous dans notre tête qu'elle ne pense peut-être pas comme ça. Et un autre point, qui sont d'autres choses, d'autres idées, qui est la différence entre les âges. On a vu pas mal de points essentiels. Une autre chose que le Rabbi a mentionné plusieurs fois, et quelle différence entre d'âge est acceptable. Il dit, on connaît aussi le conseil judicieux, si on peut dire, de Chazal, qu'on peut y avoir un écart trop différent dans les âges. Qu'est-ce qu'un écart différent dans les âges? Un shidduch où il y a plus que 10 ans d'écart, c'est pas matim. Ça ne devrait pas avoir lieu. OK? 30 secondes. Non, je reviens pas en arrière. OK. Okay. Donc, il ne faut pas plus que 10 ans d'écart. Okay. Dernier point sur la page. C'est bien, ça vaut la peine de s'intéresser à un shidduch où il y a l'âge est proche, mais l'autre pas là où il y a une différence de 10 ans et plus. Donc, maximum de 10 ans, nous dit le Rabbi. Il peut y avoir des exceptions, certainement après un certain âge, différentes, et les différences sont un peu moindres, mais de manière générale, nous dit le Rabbi, pas plus que 10 ans d'écart entre les deux. Okay. On va continuer encore. Okay. Un autre point qui est important, que le Rabbi nous dit, on va juste faire les deux premiers, le troisième, c'est aussi la même chose, on va survoler ça, qui est dans nos générations, où le comportement à la vie est différent de ce qui se passait dans la génération d'avant. Il faut qu'il y ait au moins un début d'attraction, d'être attiré. Ce n'est pas juste qu'on se marie parce que dans la tête, ça a du sens, ou bien parce que, comme on lit des histoires des fois, je ne sais pas, il y a 200 ans, il y a 300 ans, où les parents entre eux ont décidé, et puis ça s'est fini comme ça. Ça marche plus de nos jours. Il faut que les gens se rencontrent, il faut qu'ils soient attirés l'un à l'autre. On va faire la deuxième référence. C'est en plus de ça. Elle voit qu'effectivement elle est attirée par cette personne-là. Dans ce cas-là, se rapprocher de cette idée-là. Et que ce soit dans un Mshatava Muslachat. OK? Je vais juste passer dans cet autre-là, dans le deuxième paragraphe. C'est vrai qu'effectivement, elle a raison. Qu'il faut qu'il y ait un certain sentiment, et pas juste que dans la tête, dans le sechel, ça marche. Okay? Maintenant, nous dit le Rabbi, c'est vrai, mais des fois, on a besoin de parler. Donc, et des fois, le sechel et l'émotion sont liés ensemble.
Des fois, la raison pour laquelle dans sa tête on dit que ça marche, c'est parce que c'est nos émotions qui nous poussent dans cette direction. Parce qu'il peut y avoir des fois, effectivement, les midotes ont une influence sur les séchel. Donc la raison pour laquelle on essaie de se convaincre, c'est parce qu'on veut être convaincu. Donc des fois, il faut réfléchir exactement quel est le côté émotion, quel est le côté intellectuel. Et des fois, c'est le côté émotion, on ne ressent peut-être pas des émotions, mais le fait qu'on veut absolument que ça marche et qu'on essaie de tout faire dans sa tête pour que ça marche logiquement, c'est parce qu'effectivement, ce sont des émotions qu'on adhère. Donc, quelle est exactement l'émotion qu'on a, qu'on ressent? C'est quelque chose à parler avec quelqu'un, avec son HPA, avec ses parents, etc. Et on va finir avec la dernière lettre, qui est un point important. En ce qui concerne les shidduchim, ce n'est pas au fils de décider tout seul, sans un des parents qui soit sur place. Alors, des fois, sur place, c'est un peu différent. Maintenant, de nos jours, on est au téléphone, ou on se parle par WhatsApp, etc. Donc, qu'on puisse communiquer. Donc, c'est important d'avoir les parents impliqués. Il y a d'autres brachot où le rabbi parle qu'il faut que les parents soient impliqués, les parents sachent, ne pas aller contre la volonté des parents, etc. Donc, de manière générale, faites confiance à vos parents. S'il y a des exceptions, vous en parlez avec votre rab, avec votre mashpia. Mais de manière générale, les parents doivent absolument être impliqués. Les parents doivent vous donner leur bénédiction. Les parents sont là pour vous. Et les parents ne veulent que votre bien. Des fois, c'est difficile de voir exactement qu'est-ce qui est bien. Les parents ont une autre perspective, une perspective peut-être un peu plus mature, avec plus d'ancienneté, etc. Et c'est des choses à prendre en considération. Qu'est-ce que le rabbi nous dit? Donc, de prendre l'avis des parents, de ne pas faire quelque chose sans l'avis des parents. Voilà, on a fini. S'il y a des questions, on les prend. Je vous envoie un numéro de WhatsApp. Bien, si vous voulez le recopier et m'envoyer un WhatsApp pour le lien des cours. Les deux cours sont enregistrés. Donc, pour avoir tous les liens, là, bien sûr, il faut que je le mette sur YouTube. Mais dès que vous êtes prêts, vous m'envoyez un message par WhatsApp et je peux vous envoyer les enregistrements des cours précédents. Une fois, s'il y a des questions, prendre. Sinon, on s'arrête là. Bonne soirée. Vous avez mon numéro. Si vous voulez envoyer un message, que je vous envoie les enregistrements. Au revoir, Koltov.